J'ai jamais pensé à faire ce que je fais aujourd'hui pour faire des matchs exhibition. Mais ça, c'est les gens qui décident. Quand je jouais, les gens ils aimaient ce que je faisais sur le court. Et moi, rien que de voir les gens, ils s'amusent, ils sont contents. Pour moi, c'était le meilleur salaire. C'était ça le salaire. Je me souviens, à l'âge de 7-8 ans, j'entendais parler de Roland Garros, de Wimbledon, voilà, des grands chelems. Mon père a pris un travail de jardinier dans le plus grand complexe sportif d'Iran à l'époque. On avait une petite chambre qui était un peu un mètre et demi sous la terre, un trou quoi. On était logés là. Je me baladais et je voyais le terrain de foot, le terrain de volleyball, basketball, les piscines. Et puis quand je suis arrivé sur le court de tennis, j'ai eu un coup de pied aux fesses, allez, dehors, on ne me laissait pas entrer. Ils m'ont dit, voilà, tu ne peux pas jouer au tennis, mais tu peux être ramasseur de balles. Donc moi j'étais content, j'ai dit, moi je ramasse des balles. Pour moi c'était un jeu. J'ai fait ça de l'âge de 5 ans jusqu'à 13 ans. Et puis, je jouais au tennis, mais pas sur le court de tennis. Le meilleur endroit pour moi de jouer, de m'entraîner, c'était quand, à la fin de l'été, ils vidaient la piscine. Et là, dans le fond de la piscine, c'était le meilleur endroit pour moi de jouer contre le mur. Il n'y avait pas de fourbon, il n'y avait pas de... Voilà, je prenais un bout de bois que je trouvais par terre ou un balai ou une pelle et je jouais pendant des heures contre le mur. Mais à 13 ans, je n'avais jamais joué sur un court de tennis, mais je connaissais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'à 13 ans, je jouais avec un gars qui jouait là depuis 15 ans, je le mettais 6-0, 6-0 quoi. Donc ils m'ont donné 2 raquettes. Ils m'ont dit à partir de maintenant, tu peux réserver le terrain autant que tu veux, quand tu veux, tous les jours, matin et soir. Tu réserves et tu joues. Et voilà. Et puis 3 ans après, j'étais membre de l'équipe équipe nationale. Et puis quand j'avais 17 ans et demi, 18 ans, il y avait des mécènes qui m'ont aidé pour partir. Au lieu de rester en Iran donner des cours de tennis, ils m'ont dit voilà, on aimerait que tu partes, tu vas jouer et tout. Et je suis parti pour faire le tour du monde, des qualifs et tout. J'ai joué pendant 1 an et demi, 2 ans en dehors. Et puis j'ai commencé à être autour de 200e. J'avais 20 ans, et 20 ans un peu passé. Et puis j'étais en Iran, il y a eu la révolution. Les ayatollahs, ils ont dit tennis interdit pour toujours, quoi. Tu n'as pas le droit. Donc pendant la révolution, pendant 1 an et demi, j'ai pas joué. Mais j'avais un super ami à moi qui a fait toutes ses études avec le nouveau ministre des Affaires étrangères. Et je lui dis à mon ami Reza, écoute Reza, je peux plus rester ici, je n'arrive plus, il faut que j'y parte, il faut que je joue. Et voilà, ça fait 3 ans et demi, j'ai pas touché une balle. Je vais mourir quoi. Donc il m'a dit donne-moi ton passeport. Il est allé voir son copain de ministre. Et en 2 ou 3 jours, il a réussi de m'avoir l'autorisation de sortir d'Iran et puis le visa pour la France et pour la Suisse. Je quittais mon pays 8 août 80. Je suis atterri à Nice et tout de suite j'étais sur le promenade des Anglais. Et moi qui venais de Téhéran, c'était vraiment, je me disais, mais je me pensais, je me disais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment? Parce que tu restes là-bas, il y a la révolution, il y a la guerre, il y a tout. Et puis d'un seul coup, tu te trouves sur Côte d'Azur, c'était le paradis, quoi. J'avais 8 000 francs. 8 000 francs, ça faisait 1 200 €, quoi, à peu près. Et puis, c'est tout ce que j'avais. J'ai marché pendant 2 heures et à un moment donné, j'avais soif. J'ai transpiré comme un malade avec mon costume qui était là, avec ma valise et puis les 2 raquettes
Et puis, j'ai acheté un pain bénia, un sandwich et un coca. Ça m'a coûté, je crois que 20 francs ou un truc comme ça, 25 francs. Et je me suis dit, bah attends, 25 francs, j'ai 8000 francs. C'est pas possible quoi, je peux pas rester ici avec cet argent, avec payer l'hôtel. Si je vais dans l'hôtel les plus pourris, que je mange une baguette par jour, je peux rester 10 jours. Et là, il me vient une idée géniale. Je me dis, voilà, ma seule chance, c'est d'aller au casino, essayer de gagner 30-40 000 francs. Comme ça, je peux rester 2-3 mois. Et puis, si jamais je perds, rester ici une semaine ou un jour, ça revient au même, quoi. Je suis allé au casino, et en un quart d'heure, j'ai perdu 8 000 francs. Il me restait qu'à aller réserver ma place pour revenir en Iran. Et j'avais honte parce que les gens, ils auraient rire, quoi. C'était la honte. Et là, je vois, il y a un ami qui vient en face, que j'avais pas vu depuis au moins 4-5 ans. Un Iranien, qui était un bon joueur de tennis. Il me dit, je te laisserai jamais partir. Jamais. T'entends? Viens avec moi, je joue à Domaine de Loup, à côté de Nice. Je joue à un tournoi pour les membres du club. Je suis en finale. Son adversaire, c'était le vice-président de la Ligue de Côte d'Azur. Et le gars, il dit, écoute, si tout ce que tu dis, c'est vrai, moi, je te connais pas, mais je pense que tu trouveras un club pour lequel tu pourras jouer, tu pourras vivre du tennis sans problème. Mais pour ça, il faut que tu fasses 3-4 tournois pour que je vois vraiment ton niveau. Je fais 5 tournois, je gagne 3, je perds les autres en finale. Donc, je reviens 2-3 semaines plus tard. Et puis, Yves me dit, Mansour, je connais tous tes résultats. Voilà, moi, je peux rien faire pour toi. Je te fais une lettre. Il faut que tu ailles à Paris. Tu vois Philippe Chatrier. Peut-être qu'il est là-bas. Mais voilà, c'est là que je viens. Je viens à Roland-Garros. Tous les matins, j'étais à la préfecture parce que mon visa s'est terminé. J'avais plus de visa. Il fallait quitter le pays. Et on me disait, voilà, tu peux rester ici en tant que réfugié politique. Si tu veux être réfugié, il n'y a pas de problème. Tu nous donnes ton passeport. On va te donner un document. Tu vas voyager partout, tu vas jouer, tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Sauf que tu ne pourras plus jamais aller en Iran. Et moi, mon père, il avait déjà 80 ans. Et je voulais surtout voir mon père avant qu'il meure. Donc je dis non, je ne peux pas. Si j'étais seul au monde, je l'aurais fait. Bien sûr que je l'aurais fait. Mais pour moi, c'était très égoïste de ma part d'accepter ça. C'est pour ça que j'ai perdu 10 de mes meilleures années. Je n'ai pas pu voyager. J'ai joué quelques tournois en France. Voilà donc Mansour Bahrami avec des moustaches. Une balle réussie, assez extraordinaire, qui tombe sur la ligne, qui surprend tout le monde, y compris Denis Egelund. On a eu quelquefois des éclairs, je dirais, de génie de la part de Bahrami. Il attire les foules et beaucoup de gens sont venus au snooker pour le voir jouer. Je l'avais déjà vu jouer moi dans d'autres tournois. J'ai eu l'occasion de le voir faire sur une balle de 7, une volée en prenant la balle derrière son dos. Donc en mettant la raquette carrément derrière son dos. Donc c'est un petit peu... C'est un acrobate. En 81, là ça faisait au moins 5 mois que j'étais complètement clandestin. Et puis Jacques Toffman m'a donné une wildcard pour les pré-qualifs. J'ai gagné mes matchs facilement, je suis arrivé dans le qualif, j'ai gagné encore 3 matchs et puis je me suis qualifié pour le tableau final. Et puis là, les médias, ils ont vu, voilà, il y a un Iranien, il y a un deuxième tour, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, c'est qui et tout. Ils m'ont demandé aux conférences de presse, ils ont dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit moi je veux rien, je vais jouer au tennis, c'est tout ce que je veux. Mais j'ai pas de papier, je suis sans papier. J'avais pas d'autre choix que de me qualifier. Et c'est comme ça que j'ai eu ma carte de séjour. Roland-Garros, tennis m'a sauvé la vie. Nous allons regarder quelques images de ce double qui s'est joué fort tard dans l'après-midi sur le central, puisque vous le savez, la finale du simple dame a duré 3 heures. C'était un rêve de jouer à une finale, de venir jouer sur le court central. C'était ça mon rêve. Et quand je suis arrivé en finale de Roland-Garros,
Cet rêve il a été un peu réalisé. Là, il a peut-être été un peu gourmand, là, Jean-Paul Mansour. On a voulu un peu de trop, c'est sûr. Ces jours-là, il a plu 6 fois en entrée, en sortie, en entrée, sortie. Et le match de Graf Sanchez a terminé à 19h30. Nous, on est entrés sur le court après les cérémonies, il faisait 20h. Moitié des gens étaient partis. Ma finale était un peu gâchée, mais quand même, c'était la finale. Moi, quand j'avais 12-13 ans, que je tapais contre le mur, il y avait des gens qui s'arrêtaient, ils m'applaudissaient, ils me disaient « Mais comment tu fais ça? Taper des balles entre les jambes ou dos, filet, truc. » Je faisais ça avec un bout de bois. Alors, une fois que j'avais une raquette dans la main, tout devenait beaucoup plus facile. Manche match. On est au Suède de l'air. 6-3, 6-4. Heureusement qu'il y avait Mansour ici pour détendre un peu tout le monde et faire rire surtout le public. Et ce qui a rendu finalement le mix agréable, un peu grâce à lui. Bien, Olivier Delettre, petite victoire, sympathique. Hein, Oui, ça très fait, sympathique, ça fait plaisir. Vous n'avez jamais été déconcentré pendant ce match? Ah bah si, mais avec Mansour, c'est pas possible de se concentrer. Dès le départ, il faut savoir que la concentration avec lui, c'est impossible. Il connaît pas d'ailleurs. Première petite colère de John McEnroe. La fédération m'a fait confiance pour organiser ce trophée des légendes. Et moi, voilà, je suis fier parce que, d'une part, on honore les champions de passé. Voilà, on leur dit, voilà, venez jouer. Et puis, quand je vois que de notre manière, on essaye de promouvoir le tennis, moi, de ma manière, j'essaie de faire pour faire aimer le tennis aux gens. Et Henri qui va voir sa fille, va faire un bisou. Oh, elle est en train de pleurer, la pauvre. McEnroe qui a l'air de reprocher à l'arbitre de faire pleurer sa fille d'Henri. Les gens me le disent tous les jours. Il y a des gens qui viennent me dire, ils me disent, Mansour, ma femme détestait le tennis. Depuis qu'elle t'a vu, elle s'est mise au tennis. Mon fils voulait jamais jouer au tennis. Je l'ai emmené un jour, il t'a vu, il a envie de jouer, il joue au tennis. Ça, c'est fabuleux. Et tout de suite, la première équipe à rentrer sur le court. 14 titres du Grand Chelem à eux deux. Voici Mats Wilander et John McEnroe. Et ils seront posés pour ce trophée.
trophée des légendes à l'un des magiciens des cours, Mansour Barami, associé à celui qui fête les 40 ans de sa victoire, Yannick Noah. Tennis, pour moi, c'est un jeu. Ça a toujours été un jeu. Je suis le seul qui n'a jamais gagné un grand chelem, qui n'a jamais été vainqueur de Coupe Davis, qui n'a jamais été numéro 1 ou numéro 10 mondial, mais je suis avec eux tout le temps. Un jour, Yannick Noah, il a dit « Je suis très content que Mansour Barami n'a jamais eu d'entraîneur, n'a jamais eu de coach. Parce que s'il avait un coach, le coach l'aurait interdit de faire tout ce qu'il sait faire. Il serait devenu un joueur comme beaucoup d'autres. » C'est beaucoup d'émotions de jouer encore devant du public et c'est surtout fabuleux de retrouver les amis. Et mon ami de toujours, Mansour Barami, sans lequel il n'y aurait pas ce type d'événement. Donc merci à Mansour.